permettre l'engagement des jeunes. Alors, je serai pas... Je serai pas longue, mais se permettre l'engagement des jeunes, j'avoue que m'amuse beaucoup. Parce que, par exemple, dans une ville comme Paris, mais je sais sur plein d'autres territoires, que les jeunes n'ont pas attendu qu'on leur permette pour s'engager. Et quand on voit aujourd'hui à Paris que la moitié des 65 000 associations ont moins de 10 ans et sont créées par des moins de 30 ans, ça laisse à réfléchir, ça donne à réfléchir. Par contre, comme il a été dit ce matin, qu'un certain nombre d'associations ont toujours du mal d'accueillir des jeunes, ça c'est juste aussi, quoi. Donc il faut savoir de quoi on parle et dans quel type d'engagement et où est-ce qu'on dit que c'est si difficile effectivement d'accueillir des jeunes. Donc je n'en dirai pas plus. Donc en fait notre espèce de table ronde repose sur 3 témoignages et on va commencer par Claire Toury, qui est déléguée générale d'Animafac et qui va nous transmettre les résultats de sa thèse sur l'engagement des étudiants et sur son décodage des comportements d'engagement spécifiques au public étudiant, thèse qu'elle a passée la semaine dernière et nous la félicitons fortement. Ensuite, alors je finis, on écoutera Isabelle Poirat, directrice de Cap Beria. Ah oui, elle n'est pas directrice, qui travaille à Cap Beria à Grenoble. Cap Beria, c'est une structure qui est bien connue pour son innovation dans l'accompagnement de projets collectifs de jeunes. Et puis ensuite, nous écouterons Marie-Christine Guillaume de la Cité des associations de Marseille, qui fait partie également du RNMA et qui nous expliquera comment une maison des associations peut favoriser, parce que je préfère largement ce mot, peut favoriser l'engagement des jeunes. Voilà. Donc Claire, vous avez une dizaine de minutes. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, en effet, ma thèse, elle porte non pas sur l'engagement des jeunes, mais sur sur les engagements des étudiants. Et ce qui m'a intéressé de montrer, ce qui m'a interrogé dans cette thèse, c'est la façon dont les engagements étudiants, ils pouvaient être structurants, aussi bien dans les constructions identitaires des individus que dans leur construction politique. Je ne vais pas vous donner tous ces résultats, tous les résultats de la thèse, mais je vais peut-être vous donner d'abord quelques éléments de contexte sur les profils des étudiants engagés. Alors, l'Observatoire de la vie étudiante, l'Observatoire national de la vie étudiante, réalise une enquête tous les 3 ans sur les conditions de vie des étudiants. Et parmi les questions qu'ils sont posées, certaines concernent l'engagement des étudiants. C'est à partir de ces données-là que j'ai pu dresser un panorama et faire quelques croisements. Donc je vous donne juste quelques chiffres pour commencer. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons 2,8% des étudiants qui sont membres d'un syndicat étudiant. C'est un chiffre qui est constant depuis le début des années 2000. On a 4% des étudiants qui sont élus étudiants. Bon, ça, c'est assez classique. Ça dépend un peu de la place. Et on a 27,6% des étudiants qui sont membres d'une association étudiante. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, a intérêt à être souligné, puisque c'est en constante augmentation depuis l'enquête qui a été faite au début des années 2000. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que l'engagement associatif, il n'est pas, il y a certaines inégalités derrière et il y a certaines choses, il y a certains petits problèmes qu'il faudrait peut-être pointer. D'abord, si la majorité des étudiants sont en fait des étudiantes, la majorité des engagés associatifs sont en fait des garçons. Voilà. Pour être précise, le chiffre, c'est qu'on a 54% de filles qui composent le monde les étudiants, qui sont étudiantes, pour 46% d'étudiants, alors que pour ce qui est de l'engagement associatif, c'est 53% d'hommes pour 47% de femmes. Donc il y a quand même quelque chose à interroger sur ce plan. L'autre élément, c'est les variables selon les catégories sociales. La répartition globale des étudiants, elle se fait comme ça. On a 30,4% des étudiants qui sont issus des catégories populaires,
32,5% des étudiants qui sont issus des catégories moyennes et 37% des étudiants qui sont issus des catégories supérieures. Quand on regarde l'engagement associatif, on n'a plus que 25% des étudiants qui viennent des classes populaires, alors que 42,1% viennent des catégories supérieures. Donc on a quand même un biais social qui existe. L'autre élément important, c'est l'influence du niveau d'études sur le type d'engagement. Les étudiants syndiqués s'engagent bien plus au début de leurs études qu'à la fin, alors que les associatifs étudiants, ils sont nombreux en L3 ou en master, en troisième année de licence ou en première année de master. Alors ça s'explique par le fait que l'engagement associatif, souvent, il résulte de la création d'un projet. Ce projet, on peut le créer avec des liens grâce à des liens qu'on a pu avoir sur les bancs de la fac. Et donc ça peut prendre un certain temps, premier élément. Deuxième élément, les associatifs sont assez prudents aussi quant à leur réussite éducative. Et donc ils en arrivent à l'engagement peut-être plus progressivement une fois qu'ils sont familiers de leur métier d'étudiant. Qu'est-ce que je peux vous dire ensuite ? L'engagement, il a un impact extrêmement positif, mais considérablement positif, je dirais, sur le sentiment d'intégration que les étudiants ont à leur établissement et même à leur groupe d'études. De façon générale, on a 34,5% des étudiants qui se sentent intégrés à leur établissement et 60% des étudiants qui se sentent intégrés à leur groupe d'études. Quand il s'agit des associatifs, 48,5% d'entre eux se sentent intégrés à leur établissement et 70,6% d'entre eux se sentent intégrés à leur groupe d'études. Donc vous voyez, quand on compare, le fait de s'engager dans une association, c'est très positif sur le sentiment d'intégration. Autre élément important, et ça c'est un peu, je pense que c'est politique et militant de l'avoir en tête, c'est que l'engagement a un impact très positif sur la réussite éducative. Et ça, je trouve que c'est un élément qui est fondamental parce que trop souvent, on entend que l'engagement, il peut être concurrentiel aux études. Or, ce n'est pas le cas. Voire, c'est l'inverse, en fait. Alors, bon, ce que dit l'enquête, c'est que 77,5% des étudiants ont validé leur année N-1 quand le questionnaire est posé. Les associatifs, ils sont 82,3% à avoir validé leur année précédente. Alors, bon... Moi, j'insiste sur le fait que l'engagement associatif n'est pas concurrentiel aux études, ni d'ailleurs les autres formes d'engagement. Après, la question qu'on peut quand même se poser, c'est de savoir si les étudiants en viennent à s'engager parce qu'ils réussissent ou s'ils réussissent parce qu'ils s'engagent. Je pense que la réponse, elle est un petit peu entre les deux, mais voilà. Ma thèse, je l'ai surtout construite autour d'un corpus qualitatif. Donc là, c'est quelques chiffres que j'ai pu construire grâce à l'OVE, mais j'ai surtout un corpus qualitatif avec 56 entretiens, composé de 56 entretiens, avec des étudiants qui sont issus d'associations étudiantes pour la plupart, mais aussi de syndicats, de partis politiques, d'associations non étudiantes. Et j'ai aussi échangé avec des anciens étudiants engagés, anciens associatifs engagés, pour voir ce qu'ils devenaient, ce que leur parcours, ce que l'engagement produisait sur leur parcours. Alors, je pense que vous connaissez Jacques Quion, j'imagine, oui, La fin des militants. Donc vous savez qu'il théorise le passage d'un engagement timbre, ce qu'il appelle timbre, donc qui est marqué par l'adhésion, à un engagement post-it qui se veut plus réversible, et il théorise ce tournant-là dans les années fin des années 90, disons. Alors moi, j'ai beaucoup lu son ouvrage avec beaucoup d'intérêt, et j'ai essayé de voir si son modèle il marchait pour les étudiants engagés. Et en fait, il y a quelque chose qui, à mon avis, ne marche pas complètement dans le modèle de Jacques Quion, c'est l'intensité de l'engagement. Parce que quand on dit post-it, ça sous-entend un engagement qui est distancié. Or, les échanges que j'ai pu avoir avec les étudiants engagés, ils traduisent un engagement qui est extrêmement intense. Extrêmement intense, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas maîtrisé pour autant. Mais il est intense, l'intensité, elle ne se traduit pas par un surinvestissement dans une structure d'engagement, et c'est peut-être ça aussi qui est un élément à avoir en tête. L'engagement, l'investissement, il se traduit par une cause à défendre ou un projet à porter. Et en fait, c'est ça, moi je pense, une des clés, un des éléments à avoir en tête quand on travaille avec des jeunes, des étudiants et puis même des jeunes a fortiori, c'est qu'il faut impérativement incarner l'engagement par quelque chose de très concret. Et une fois que c'est incarné, là, on peut avoir quelque chose de très intense.
Ça, c'est quelque chose qui est transversal à toutes les formes d'engagement. Et je dirais que l'autre chose qui est très transversale à toutes les formes d'engagement, mais ça va un peu de pair, c'est l'enjeu de l'épanouissement. Et ce qu'on trouve dans les discours des étudiants engagés aujourd'hui, c'est une volonté d'articuler quête de sens et quête d'épanouissement. Développement individuel, épanouissement individuel et défense de l'intérêt général. Alors, bon, ça a l'air simple quand je le dis comme ça, c'est pas si simple en fait au quotidien. Mais du coup, qu'est-ce qui ressort là dans les échanges que j'ai pu avoir avec ces étudiants? C'est une utilisation très importante du champ lexical du plaisir quand ils font part de leurs engagements. Et je peux vous citer quelques exemples. J'ai vu un étudiant, alors lui, il me dit c'est dingue, faut le vivre, j'ai jamais l'impression de travailler, je m'amuse, c'est génial. J'ai une autre étudiante qui m'explique qu'elle a été embarquée dans un tourbillon de bonheur grâce à son engagement et qui, sur l'heure et demie que j'ai passée avec elle, a employé 14 fois le mot « génial ». J'ai un autre étudiant qui m'explique que lui, le fait de voir le sourire sur le visage des gens, de rencontrer des gens qui connaissent et qui, je cite, qui kiffent notre festival, ça fait plaisir, on a l'impression d'être utile. Donc là, vous voyez, on a c'est quelques exemples parce que je ne vais pas vous donner tous les extraits que j'ai pu soulever, mais on voit qu'on a cette quête très très précise, de l'épanouissement, du plaisir et le plaisir de faire plaisir en fait. Il y a aussi ça. Et d'ailleurs, on a un discours qui met en complémentarité donc le sens du collectif et l'individualisation des pratiques. Là, je vais vous citer un étudiant qui me dit j'ai toujours aimé faire plaisir aux gens. Alors, il organise un festival. Donc, j'ai toujours aimé faire plaisir aux gens, faire le bar ou quoi. Par exemple, ce soir, j'ai un pote qui fait une grosse soirée. Il s'est vraiment donné. Je vais l'aider en gérant le bar et la trésorerie, alors que j'aurais pu passer ma soirée à rien faire, mais j'aime ça. Quand on est impliqué directement dans l'organisation d'un événement et qu'après on fait une pause et qu'on profite de la soirée avec tout le monde, on kiffe encore plus parce qu'on sait qu'on a fait tout ça de nos propres mains. Et donc là, on trouve dans son propos aucune référence au devoir ou au sacrifice. On n'a pas un engagement qui est sacrificiel. On est encore une fois dans le champ lexical du plaisir et de l'amour. J'ai toujours aimé, on kiffe. Et ce plaisir, il passe par le fait de s'impliquer, de s'investir, d'aider son pote, comme il dit, mais aussi par l'action. Et c'est ça quand il dit à la fin, on a fait tout ça de nos propres mains, qui en fait va renforcer le sentiment de fierté, le sentiment d'utilité. Alors, je vais avancer. L'engagement, ça peut être le résultat de beaucoup de choses. On peut s'engager parce que on a envie de se sentir utile, on a envie de se faire des amis, parce qu'on est confronté à un certain mal-être aussi. Il y a des étudiants qui s'engagent pour ça. On peut s'engager parce qu'on veut se professionnaliser. On peut s'engager parce qu'on est dans un rapport assez moral, pourquoi pas. Mais c'est aussi la cause de beaucoup de choses. Et c'est notamment la cause d'un épanouissement assez fort. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces étudiants, ils vont user de stratégies plus ou moins conscientisées, en fait, pour trouver un équilibre entre des injonctions qui peuvent paraître contradictoires et qui consistent qui consistent à enjoindre les uns et les autres à s'épanouir sans être égoïste, à servir l'intérêt général sans se sacrifier sur l'autel du militantisme. Et du coup, il y a cet équilibre qui n'est pas forcément simple à trouver et qui est au cœur, à mon avis, des formes d'engagement étudiants d'aujourd'hui. Alors, pour conclure, les engagements des étudiants contemporains, ils ont de très nombreuses similitudes en dépit des espaces d'engagement qui peuvent varier. Ils sont particulièrement intenses. L'intensité, comment elle se mesure? Elle se mesure au temps passé à la réalisation d'un projet, elle se mesure aux attentes vis-à-vis de ce projet, mais aussi à la façon dont l'engagement il va articuler vie privée et cause publique. Et en fait, c'est surtout vrai à mon avis, après, bon, je ne suis pas experte de l'engagement des non-jeunes, disons, mais c'est particulièrement vrai chez les jeunes parce qu'on est à une période de la vie qui est complexe, où il s'agit de se construire et où finalement on peut passer, la séparation des sphères privées et publiques, elle n'est pas évidente, disons, sphère privée et sphère professionnelle, elle n'est pas évidente. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que ces expériences d'engagement, elles vont structurer durablement la vie des individus, aussi bien sur le plan privé que sur le plan professionnel. Et cette intensité, donc, c'est une caractéristique transversale à toutes les formes d'engagement, précisément parce que les engagements, ils sont structurants dans la construction identitaire
et parce que qu'ils soient, enfin peu importe leur forme, ils sont structurants dans la construction de soi, la construction politique, et dans le fait de s'épanouir. Et finalement, si l'engagement, c'est à la fois un outil de subjectivation, c'est aussi une réponse à certaines épreuves, c'est une façon d'expérimenter de la politique, c'est une façon de prendre des risques, c'est aussi un rite non organisé de passage à l'âge adulte, ça peut être un moyen de s'émanciper d'un système éducatif linéaire et rigide, etc. Il y a une chose qui caractérise les engagements des étudiants contemporains, c'est cette quête majeure d'épanouissement et cette articulation subtile entre quête de sens et quête d'épanouissement. Et à mon avis, si on veut comprendre aujourd'hui l'engagement des jeunes, enfin l'engagement des étudiants, mais vu que beaucoup d'étudiants sont jeunes, on peut peut-être l'étendre, si on veut comprendre ces motivations, etc., c'est de bien analyser l'articulation et la façon dont ces étudiants-là vont articuler quête de sens et quête d'épanouissement. Voilà. Merci beaucoup. Alors, beaucoup de choses intéressantes qui font écho déjà aussi tout à l'heure, par exemple, à l'intervention du haut-commissaire à la vie associative sur le service civique. Je veux être utile et me sentir utile, quête de sens, quête d'épanouissement personnel. Est-ce que parmi vous, d'autres expériences, l'intervention qu'on vient d'avoir fait écho à des expériences dans vos structures ou dans vos projets sur cet engagement plutôt à l'âge étudiant, on va dire, puisque c'était vraiment le propos de l'engagement des jeunes sous le prisme étudiant. Alors c'est vrai que ça pose un peu question aussi de la question de l'accompagnement de nos structures sur ces modèles d'associations étudiantes. Je vais passer le micro à Renaud. Mais du coup, oui, Renaud Drouy, donc quelle casquette. AGSA, Maison de la vie associative de Bourg-en-Bresse. Mais du coup, je me pose la question de l'entre-soi. Parce que finalement, l'étude que vous avez faite, c'est dans le cadre du milieu étudiant et d'associations étudiantes. Donc finalement, avec des tranches d'âge, on va dire 18, 27, 28 ans. Enfin, voilà. Et c'est pas ce qu'on retrouve dans la vraie vie, parce que notre société est faite de jeunes, de moins jeunes, enfin, voilà, avec une grande diversité. Est-ce que vous disiez en conclusion que ça pouvait s'étendre à l'ensemble de la jeunesse? C'est un peu ce que vous avez dit, juste, mais comme ça, très rapidement, j'avoue. Mais justement, est-ce que ça peut s'étendre à l'ensemble de la jeunesse et puis finalement à l'ensemble des associations, cette quête de sens et cette quête d'épanouissement et les différents éléments que vous avez pu citer, voilà, parce que on a toujours ce retour, nous, au niveau de nos structures, de savoir, c'est toujours la même question, comment intégrer, comment trouver des jeunes qui puissent être présents dans les associations. Et donc voilà, donc je me dis c'est très bien, mais est-ce qu'on n'est pas dans l'entre-soi, quoi? Alors du coup, non, parce que, enfin, un peu, mais pas que, parce que j'ai aussi vu des étudiants qui n'étaient pas engagés dans des structures étudiantes. J'ai aussi vu des étudiants qui étaient engagés dans des structures autres, dans des partis politiques, dans des syndicats, dans des associations non étudiantes. Alors après, ce qui différencie les deux cas, c'est que dans les structures des organisations étudiantes, c'est des étudiants qui en viennent à prendre des responsabilités très vite, puisque c'est des organisations de jeunes dirigées par des jeunes. Et ça, c'est une vraie différence. Et c'est quoi la différence fondamentale? C'est que dans des organisations de jeunes dirigées par des jeunes, où les étudiants que j'ai pu rencontrer sont amenés à prendre des responsabilités, ils sont en mesure de faire ce qu'ils veulent, autant que possible ce qu'ils veulent de leur structure. Et donc du coup, si jamais à un moment c'est nécessaire de créer tel projet parce que ça peut fédérer, ça peut susciter de l'intérêt, parce qu'il y a des bénévoles qui sont intéressés, etc., la question de la légitimité parce qu'ils sont jeunes ne se pose pas, puisqu'ils sont entre jeunes. Mais après, en fait, moi, je pense que j'ai envie de vous retourner aussi la remarque, parce que d'une certaine manière, si la question de l'entre-soi et là je vais prendre ma casquette déléguée générale d'AnimaFac, mais si la question de l'entre-soi se pose dans le milieu étudiant et dans le milieu des organes jeunes dirigés par des jeunes, il faut peut-être aussi se demander si les organisations
de non-jeunes dirigés par des non-jeunes laisse suffisamment de place aux jeunes pour qu'ils puissent s'épanouir en réalisant des projets, en étant au cœur des actions, etc. Et en fait, en étant responsabilisés, parce que finalement, c'est ça qu'ils demandent. Attendez, on vous amène le micro. Je disais que là, on touche vraiment le cœur du problème dans notre expérience. Nous, je pense que c'est partout pareil, à Mulhouse, où en fait, on a des structures associatives dirigées par des dirigeants qui dirigent depuis très longtemps et qui réclament à corps et à cri des jeunes. Mais qu'est-ce qu'ils leur proposent à ces jeunes, à part porter les tables et les bancs? Je veux dire, il y a un moment, il faut s'adapter et leur faire confiance. Et je pense que là, c'est vraiment une limite quand on parlait en fait, finalement, le problème, il est peut-être vient pas de la crise du bénévolat, mais plutôt du fait que les associations et les membres des associations sont parfois peu adaptables aux demandes des bénévoles, quoi. Mais c'est pour ça qu'en fait j'insistais sur à la fois l'action, le projet, et sur sur la question de l'épanouissement, parce que en fait, si on est dans des structures d'adultes, disons, mais même si les jeunes sont aussi des adultes, mais bon, d'adultes, avec des grands principes, des grandes théories, etc. Enfin, moi, je peux pas mobiliser mon conseil d'administration sur des grands principes à un moment. Hein. C'est du concret, c'est de l'action. Et puis, une fois qu'on a construit un projet, qu'on a expérimenté quelque chose, on en fait ressortir des valeurs et un projet politique. Et on trouve du sens qu'on va traduire par des termes, cette fois. Mais je pense qu'il y a 2 écueils à éviter. Il y a les grands principes et à un moment le trop peu d'action, et ça c'est quelque chose qui est vraiment fondamental à mon avis pour attirer les jeunes. Et l'autre, je fais une généralité, mais voilà, et l'autre élément c'est de permettre via ces projets, via ces actions, de les mettre en responsabilité, et donc du coup de répondre à leurs besoins, d'articuler quête de sens et quête d'épanouissement, parce qu'effectivement porter des tables en termes de sens c'est pas toujours en termes d'épanouissement non plus. Oui, si je peux me permettre, en tant que structure associative, maison des associations, là je parle pour la MDA de Dijon, qui est une ville étudiante aussi, mais c'est pareil, on ne doit pas être les seuls. On a aussi peut-être à s'interroger sur nos propres structures, avant d'interroger aussi les associations, c'est tout à fait vrai ce que vous venez de dire, mais en tant que structure, je vois, nous, notre maison des associations, on n'est pas très outillés pour accueillir les associations étudiantes. On sait qu'il en existe, mais c'est un monde un peu à part, et on fait peut-être pas suffisamment d'efforts non plus pour les accueillir dans nos structures, alors que c'est aussi un vivier de bénévolat où en dehors de l'engagement purement étudiant, il y aurait sans doute d'autres engagements à exploiter, quoi. Voilà. Donc on a aussi notre propre travail à faire de notre côté. Voilà. Sophie Simonet de Caen, de la Maison des associations de Caen. Hein. Et moi, c'est un autre volet, puisque je suis élue. Et du coup, je rejoins complètement ce que vous venez de dire. Parce que la Maison des associations de Caen, c'est une maison des associations municipales. Et nous, on vient d'avoir 2 services civiques. C'est la première fois qu'on a des services civiques à la Maison des associations. Ça a été un peu une grande bagarre pour les faire rentrer, parce que les collectivités locales n'avaient pas tellement l'habitude d'avoir des services civiques. Et ben, c'est vrai que ça change vraiment l'ambiance. Complètement. Et là, il y a un truc à creuser, parce que je pense qu'effectivement, en termes d'accueil, un jeune qui arrive il a en face de lui quelqu'un qui a le même âge. Donc déjà, rien que ça. Après, je rejoins complètement ce que vous avez dit sur les associations bien installées, qui ont l'habitude d'utiliser nos locaux, et de fait qui disent « Ah, il n'y a pas de jeunes ». Sauf que très clairement, la même chose, je ne pense pas qu'on leur laisse d'espace. Pour rejoindre aussi ce que vous avez dit, dans nos associations très bien installées, on a justement tendance à passer beaucoup de temps à réfléchir sur des grandes idées sur la vie associative, qui est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, tous, mais qui effectivement, je pense, n'intéresse pas tellement les jeunes. Et quand on en discute tous ensemble, je dis ce serait bien qu'on aille sur le concret. On me dit, ah, Madame Simonet, vous voulez toujours faire des trucs. Mais quand même, il faut réfléchir, quoi. Il faut aussi qu'il y ait des principes, etc. Et je vous rejoins complètement. Je pense qu'il y a un moment, il faut commencer par faire des trucs avant de réfléchir. Voilà. Alors, on a déjà donc quelques éléments de réponse pour nos structures. Moi, je pense à ces questions d'incubateurs. Hein. Nous, à la MDA de Tourcoing, on a la MDA Jeune qui est un vrai incubateur, un peu comme les assos étudiantes peuvent l'être. On cherche, dans le cadre de cette MDA Jeune, à créer des liens avec les associations étudiantes. On a trouvé une manière, un outil intéressant, c'est
ouvrir le certificat de formation à la gestion associative, le CFGA, aux jeunes. Donc on a déjà expérimenté 3 sessions lors de 3 périodes de vacances étudiantes. À chaque session, on a une 15-20 étudiants ou jeunes porteurs de projets qui viennent. Et ça les crédibilise quand ils arrivent dans des associations avec des adultes, parce qu'ils ont un bagage, une vision globale de l'association. C'est un des outils que je voulais partager avec vous. Bon, je pense qu'on va finir peut-être et ensuite dans le débat plus général, vous présenter ce dispositif qu'on a en place depuis 3-4 ans sur Tourcoing. Moi, j'ajouterais 2 remarques. Moi, je suis chaque fois que j'anime au titre de mon travail des réunions avec des associations dites anciennes, que certains, on va dire même à la mairie de Paris, considèrent comme has-been, et des associations de jeunes, je remarque à quel point les associations se fécondent les unes les autres et ne reproduisent pas cette espèce de coupure que l'on imagine. Voilà. Et c'est bon. Alors c'est aussi peut-être un signe de l'époque. On retrouve pas les clivages qu'on retrouvait il y a 30 ou 40 ans, ni d'âge, ni politique, etc. Et à chaque fois animer des réunions avec des associations comme ça, portées par des gens d'âge différents, j'emploierai un mot que vous employiez tout à l'heure. Pour moi, c'est un vrai bonheur par rapport à ce que j'ai pu connaître. Bon, première remarque. Deuxième remarque, moi je voulais vous remercier parce que je trouve que votre intervention, elle apporte quelque chose de plus à ce qu'on dit souvent sur l'engagement des jeunes. Et c'est vrai que dans beaucoup de colloques, ce qu'a dit Jacques Hion, je pense que Jacques Hion ne pensait pas forcément d'ailleurs le dire de face. Pour lui, ça n'avait pas forcément un sens négatif, mais dans plein de colloques, visiblement, l'engagement post-it, c'est quelque chose d'extrêmement négatif. Et on la colle qu'aux jeunes, alors qu'en fait, on peut aussi la coller à toute une partie de la population. Et donc, vous avez bien montré que, en fait, l'engagement post-it, c'était pas si grave que ça. Et que ce qui comptait, c'était l'intensité de l'investissement. Et puis moi, j'ajouterais, puisqu'on peut faire beaucoup plus tard de cet investissement. Mais en tout cas, pour moi, vous avez apporté une nouvelle notion, qui est cette notion d'intensité de l'investissement, que j'ai trouvée extrêmement intéressante. Voilà, donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis maintenant, on va donner la parole à Isabelle de Cap-Béria. Bonjour. Alors, il y a plein de choses qui vont faire écho à ce qui a été dit depuis le début de la matinée sur le plaisir, l'action, qu'est-ce que j'ai noté, le collectif, le projet de vie, le projet professionnel, comment tout ça, ça se lie. Donc, je suis Isabelle, je suis salariée de l'association Cap-Béria qui se trouve à Grenoble et on accompagne des porteurs de projets qui ont entre 16 et 30 ans de tout le bassin grenoblois. On accompagne à peu près 130 projets par an, ce qui représente en moyenne 320 porteurs de projets. Et voilà. Et on héberge donc 180 associations portées par des jeunes dans nos locaux. Alors nous, notre histoire, elle a commencé il y a 52 ans maintenant. Cap-Béria, c'est une vieille association. On était un club Léo Lagrange au départ. Et il y a 17 ans, on a décidé d'arrêter l'offre de loisirs. Je vous la fais vraiment très courte parce que ce n'est pas l'objet, pour ne faire plus que du soutien aux initiatives de jeunes entre 16 et 30 ans. Chemin faisant, début des années 2000, on était interpellés par les collectivités locales qui disaient « mais c'est pas possible ». Les jeunes ne participent pas, ils ne se sentent pas concernés par la vie de la cité, on les voit nulle part, ils ne s'engagent pas, mais où sont les jeunes? En même temps, c'est vrai qu'ils n'étaient pas non plus forcément dans les structures MJC ou les structures d'accueil plutôt traditionnelles. Donc on a décidé de faire une étude sur mais où sont les jeunes? Voilà, s'engagent-ils ou s'engagent-ils pas? Parce que nous, on était déjà débordés par les demandes d'accompagnement et de soutien aux initiatives. Et en fait, cette étude qui a été publiée par l'INJEP, d'ailleurs, et qui s'appelle l'engagement des jeunes, la participation autrement, mais elle peut avoir 15 ans. En attendant, elle est toujours d'actualité par rapport à ce que j'entends de ce qui se dit depuis ce matin ici.
Voilà, du coup, en réponse à cette fin, on a cherché à apporter des réponses sur cette question de mais les jeunes s'engagent-ils ou pas? Donc quand on va les voir, les jeunes, ils nous disent vous me parlez d'engagement, je ne sais pas de quoi tu me parles. De quoi tu me parles? Donc on posait la question autrement, de dire les collectivités mettent en place des conseils consultatifs de secteur, des conseils de jeunes à différentes échelles, des villes, de l'agglo, des quartiers, et vous n'en êtes pas. Et les jeunes nous disent ouais, mais en fait, ces formes institutionnelles, on a déjà essayé d'y aller, et quand on y va, on nous demande notre avis, mais on n'en tient pas compte. Donc on ne nous demande pas vraiment de participer, on nous consulte et ça s'arrête là. Ce qui peut être valable aussi pour les adultes. Hein. Ça ne s'applique pas forcément qu'aux jeunes. Mais certains voulaient s'engager aussi dans les conseils d'administration, des assos de vieux, allez, on va le dire. Hein. Et donc là, on les accueillait avec plaisir. Les vieux administrateurs étaient ravis vraiment de cette volonté d'implication. Sauf que c'est pareil, quand ils prenaient la parole et qu'ils étaient un peu force de proposition, on leur disait « Ouais, mais en fait, tu ne peux pas comprendre. D'abord, il faut que tu fasses ton expérience, puis après, tu pourras parler. » Donc en fait, une fois de plus, ils n'étaient pas vraiment pris au sérieux. Et puis, ils n'étaient plus du tout sur des formes qu'on a évoquées ce matin. L'engagement sacrifice, ça ne leur parlait pas du tout. L'engagement post-it, ça leur parlait du moins, parce que ils étaient très curieux de voir ce qui se passait à droite à gauche. Ils avaient envie de découvrir plein de trucs. Et puis finalement, ils étaient plutôt gênés par cette question de mixité. Voilà, il y avait un clivage, les jeunes, les vieux, ils ne se reconnaissaient pas forcément dans ces structures-là. Du coup, qu'est-ce qui a changé par rapport à ces vieilles formes d'engagement? C'est effectivement la notion de plaisir. Mais le premier levier de l'engagement des jeunes, de ce qu'on a constaté, nous en tout cas, c'était on a envie de se mobiliser pour mettre en place une action qui va répondre soit à un manque qu'on constate sur notre territoire de vie, soit qui va nous permettre de répondre à une passion. Voilà, grosso modo, les deux principaux leviers. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, et surtout aussi, il y avait un troisième levier important, c'était la colère. Voilà. Ils étaient confrontés à quelque chose qui était vraiment très problématique, et de dire, plutôt que d'attendre que ça se passe et que la réponse vienne de quelqu'un d'autre, on va faire en sorte de créer notre propre réponse. Voilà les trois principaux leviers de leur engagement. Ensuite, on constate que c'est des regroupements affinitaires. Je crois que tu l'as évoqué tout à l'heure. Effectivement, ils se regroupent entre pairs pour pouvoir agir, créer du collectif et surtout mettre en place des actions. Donc, je le redis, mais ils ne parlent pas, eux, de militantisme, ils ne parlent pas d'engagement, ils ne parlent pas de citoyenneté. Eux, ils disent, nous, on est là pour faire. Donc, ils sont effectivement dans la recherche de résultats concrets. Et si, à travers leur engagement post-it, ils étaient confrontés à un espace où, je caricature peut-être un peu, mais où on posait plus de discours que d'actes, ils enlevaient le post-it, ils allaient le coller ailleurs, quoi. Voilà, donc des solutions concrètes. Donc, on dit les jeunes ne participent pas, mais en fait, ils portent un regard sur la société et ils veulent faire société autrement. Et effectivement, en s'engageant et en s'investissant dans les projets, ils donnent aussi un sens à leur vie et ils prennent une place dans la cité par les actions qu'ils développent. Et ces actions-là, même si elles sont portées par un groupe de copains, elles sont toujours tournées en direction des autres ou du territoire. Elles ont toujours une utilité sociale, en fait. Voilà, c'est rarement des jeunes qui veulent monter, je sais pas moi, un club de bridge. Ils ne sont pas sur ces questions-là. Du coup,
Et ça, je ne sais plus. Ah oui, alors ACAP, parce que c'était comment est-ce qu'on peut favoriser, je suis d'accord avec vous sur le thème permettre, comment est-ce qu'on peut favoriser l'émergence de projets et l'engagement des jeunes. Alors nous, ACAP, on propose un espace d'expérimentation qui marche depuis 17 ans. Donc on travaille toujours à partir de leurs initiatives. Et on n'attend aucun résultat de leur part. Voilà, ils seront accompagnés au fil de leurs besoins sur les problématiques qu'ils rencontrent. Ils arrivent avec une idée et on les accompagne jusqu'à la réalisation du projet ou pas, et que le projet soit fidèle à l'idée de départ ou qu'il se soit transformé en cours de route. Je disais, c'est toujours à partir de leurs initiatives, mais c'est toujours aussi à partir de leur propre potentiel. Ils sont accueillis, les jeunes, en disant « Vous êtes experts du domaine que vous voulez mettre en œuvre ». Un exemple tout simple, quand il y a 17 ans, ils voulaient monter des cours de hip-hop, on n'allait pas s'amuser à leur donner des cours de hip-hop. Donc, ils étaient les experts de cette danse-là, et nous, on était là pour accompagner la structuration du projet et le reste. Donc c'est toujours à partir de leur potentiel, et nous on est là pour combler, pour leur apprendre à combler leur manque. Donc c'est un espace de confiance en fait qui s'ouvre dans cet espace d'expérimentation, et c'est aussi un espace de croisement. Tout à l'heure, dans la succincte présentation que je faisais de Cap-Beria, je disais qu'il y avait 180 n'importe quoi. Si, c'est ça. 130 associations hébergées dans la pépinière. C'est-à-dire qu'on est passé du soutien aux initiatives et de l'accompagnement de projets à devoir héberger ces jeunes qui se structuraient en association et qui avaient besoin de locaux pour travailler. De fait, nos espaces bureaux ont été mutualisés avec ces jeunes. Ils se sont rencontrés, ils ont appris à se connaître, ils apprennent entre pairs. Il y a beaucoup de coopération, de solidarité, de mutualisation entre eux. Je vais super vite, mais je préfère vous présenter brièvement les choses pour que vous puissiez poser des questions après pour aller plus loin. Voilà, et donc on développe aussi des dynamiques collectives dans la pépinière associative. On se donne aussi à Cap-Beria un rôle d'interface avec les institutions pour permettre cette fois la reconnaissance des jeunes comme des acteurs du territoire et du développement local. On se donne cette mission-là parce qu'ils ont déjà assez à faire en fait à essayer de développer leur propre projet et de le faire vivre pour qu'ils n'aient pas en plus ensuite à aller batailler pour être reconnus comme des acteurs. Cela dit, on ne parle jamais à leur place et quand ils doivent aller soutenir et défendre leur projet en face d'élus, c'est eux qui y vont. Voilà. Nous, on est plutôt pas sur le plan individuel, mais sur le plan plus largement, les jeunes en tant qu'acteurs. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça produit chez les jeunes ? D'abord, ils se sentent tout simplement reconnus en tant qu'experts de leur domaine d'intervention. Ils acquièrent des compétences, qu'elles soient très souvent techniques, parce qu'arriver avec une idée et savoir danser, c'est sympa, mais monter un dossier de demande de subvention, c'est autre chose. Monter un budget, c'est autre chose. Parler anglais quand on organise un festival international, faut apprendre. Mais ils apprennent aussi les mécanismes du fonctionnement des collectivités et du rapport aux institutions et de la démocratie et de la citoyenneté. Donc, ce n'est pas que des compétences techniques. Et du coup, ce qu'on voit aujourd'hui aussi, c'est qu'ils sont passés de regroupement autour du faire ensemble à maintenant on veut se professionnaliser pour rejoindre effectivement aussi ce qu'on disait tout à l'heure, allier projet de vie, projet professionnel, tout ça, ça a un sens global pour eux. Et ils développent un autre rapport au travail. Le CDI à 35 heures, c'est plus forcément un objectif. Alors la question se pose, est-ce que c'est parce que ça n'existe plus ou est-ce que c'est parce qu'on veut aussi avoir du temps pour développer autre chose à côté ? Ce serait intéressant de creuser ça. Et ce qu'on observe aussi, c'est qu'ils font évoluer les modes de gouvernance dans les associations. Il y a
quelques années, ils étaient eux-mêmes, quand ils se structuraient en asso, sur des modes traditionnels, un président, un secrétaire. Aujourd'hui, ils sont dans des modes plutôt horizontaux, avec des CA collégiaux. Et juste, je voudrais préciser qu'il y a 15 ans, quand on a changé notre projet associatif et qu'on a dit qu'il fallait faire confiance aux jeunes, leur laisser la place dans l'espace public, leur laisser mettre en œuvre leurs initiatives, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille au bout de notre logique. De fait, on a inscrit dans nos statuts que 50% des membres du CA devaient avoir moins de 30 ans. Et aujourd'hui, on est toujours sur ce modèle-là. Donc, ils ont entre 19 et autour de la quarantaine. Voilà. J'ai fini cette présentation. Elle était peut-être un peu rapide, mais... Voilà, donc un espace d'expérimentation, un espace de confiance, un espace... de mutualisation, d'interassociatif. Est-ce que ça fait écho à des dispositifs qui sont chez vous ou des questions? Moi, j'ai une question pratique. Vous parlez d'espace de bureau partagé, c'est-à-dire c'est sous quel format? C'est un open space? C'est sur le format des pépinières aussi, de start-up, etc. Ça, c'est comment concrètement? Concrètement, c'est des espaces bureaux qui sont mutualisés entre diverses associations qui ont des salariés principalement en journée. Les associations peuvent intervenir dans des domaines très différents pour favoriser les croisements ou être regroupées par pôle. Il y a un gros pôle musique, par exemple, il y a eu un gros pôle vidéo, mais c'était plutôt à leur demande parce que ça leur permettait de mutualiser les ressources. Depuis 2 ans, on met en place un open space pour des associations qui viennent plus ponctuellement. Mais donc ça, c'est pour le fonctionnement en journée. Par contre, il y a des associations qui fonctionnent qu'avec des bénévoles et qui, du coup, peuvent disposer de toutes les salles de réunion en soirée, le week-end. Chaque association hébergée a sa clé et son code alarme et donc dispose de son lieu de travail à sa guise, 24 heures sur 24, 12 mois par an. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc sur la question des moyens, il y a... Ah bah, super. Oui, moi j'ai une question. Vous avez parlé effectivement des raisons pour lesquelles ils s'engageaient, de pallier un manque. C'est vrai que ça, c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup d'études. Et je feuilletais justement ce qu'on a fait à Paris il y a 2 ans, le baromètre de la vie associative parisienne. Et effectivement, énormément de créateurs d'associations disent qu'ils créent une association pour pallier un manque ou pour répondre à une passion. Ça, c'est juste. Vous avez parlé de la colère de ces jeunes. Et ce qui m'intéressait de savoir, c'est ces jeunes en colère, quel type d'association ils créent? Est-ce que vous avez des exemples particulièrement intéressants, en dehors du hip-hop dont vous avez parlé, des exemples particulièrement intéressants qui correspondent à ça? Alors, il y a une association de tout jeunes qui s'est créée il y a 2 ou 3 ans maintenant, qui voyait une place populaire très réputée sur Grenoble, qui voyait cette place se dégrader, être occupée par des leaders, être, entre guillemets, abandonnée par les pouvoirs publics. Et là, ils étaient vraiment très en colère de dire c'est pas possible, ils sont en train, tous là, de dégrader notre lieu de vie. Nous, on a 17 ans. Il y a un square qui n'est pas utilisé par les mamans parce que c'est pas possible. Du coup, ils étaient 4 au départ. Ils se sont juste créés en collectif en disant nous, on va animer la place, on va apporter des choses intéressantes, intelligentes, culturelles et aussi festives. C'était parfois juste des barbecues. Aujourd'hui, ils sont 12, je crois, dans l'association. Et voilà, ils ont entre 17 et 21 ans, je crois. C'était aussi pour une question.
Je voulais savoir comment vous communiquez auprès des jeunes sur l'existence de votre lieu, est-ce que vous allez sur les campus, enfin quels sont les moyens de faire connaître l'existence de ce lieu pour les projets des jeunes? Alors pendant longtemps, on a très mal communiqué. On travaille en partenariat avec AnimaFac qui se trouve sur le campus, avec SEV qui est donc aussi la structure espace vie étudiante du campus. Mais pendant des années, c'était le bouche à oreille qui faisait que les jeunes venaient. Et puis de fait, on s'est dit que c'était intéressant parce que les jeunes qui avaient une idée, finalement, à travers le bouche à oreille ou les réseaux étudiants, des choses comme ça, ils venaient, ils poussaient la porte. Par contre, ce qu'on a mis en place en se disant, on ne peut pas se contenter d'attendre que les gens poussent la porte. Comment est-ce que nous, on peut aussi aller vers des publics plus éloignés de cette démarche de projet, sans pour autant tomber sous l'injonction ou la dictature du projet? Ils ne sont pas tous obligés d'en avoir, mais ceux qui ont envie, ben, peut-être ils ont le droit. Et donc, on fait des interventions par des animations de rue, soit dans l'espace public, soit dans les établissements scolaires et les lycées notamment, avec différents projets voilà, de lutte contre les radicalisations, de travailler sur des envies, les passions, des choses comme ça. Accompagnement des maisons des lycéens. Voilà. Loïc Basset, AGLCA, donc dans l'Ain. Moi, je voulais partager peut-être une expérience qui a vu le jour en Rhône-Alpes, qui sont les parlements libres de jeunes. Alors peut-être que AnimaFac connaît, je ne sais pas, qui a été lancé donc par pas mal de structures. L'idée est justement de permettre à des jeunes d'échanger entre eux sur leurs rêves, leur colère, pour arriver sur la question de l'indignation. Et du coup de passer très vite à des groupes actions, mais sur des sujets éminemment politiques et qui du coup dérangent parfois. Voilà, ça aboutit sur les droits et les devoirs par rapport aux forces de l'ordre, ça aboutit sur le carton rouge contre du sexisme, sur des choses comme ça. Et c'est des choses qui sont développées et où les jeunes décident, sont à la base, ils sont acteurs de A à Z, quoi. Et où clairement ce qui est dit aux adultes, c'est très bien, vous avez un regard bienveillant avec nous, mais laissez-nous tranquilles. Et je crois qu'en tout cas ce moteur de rêve et colère, en tout cas il y a quelque chose à faire avec ça, quoi. Bonjour, Magali Descours, ville de Villeurbanne. Moi, j'avais une question sur le modèle des collectifs, on va dire les collectifs versus les associations. Est-ce que voilà, vous avez remarqué qu'il y a une demande peut-être croissante de la part de ce public de plutôt s'organiser en collectif, sachant que le modèle associatif peut parfois faire peur parce que forcément il y a une part de rigidité avec des statuts écrits, des représentants nommés, etc. Ou bien pas particulièrement, et notamment chez Cabaria, est-ce que vous en accompagnez aussi, ou est-ce que c'est forcément des statuts associatifs? Non, alors, nous, on accompagne les jeunes, et on les accompagne sur leurs projets. Donc, c'est au fil du temps, à un moment donné, la question du statut se pose ou pas. Donc, nous, quand ils sont collectifs, on continue de les accompagner. À partir du moment où il y a un besoin particulier de se structurer différemment, peut-être pour faire des demandes de subventions, ou voilà, ça pourrait être autre chose, mais à partir du moment où la question de la structuration se pose, on va aussi les accompagner à choisir le meilleur statut, et c'est pas toujours le statut associatif. Donc on accompagne à la fois des projets structurés en asso ou qui viennent exprès sur cette demande-là, à la fois des collectifs qui se structureront jamais ou qui finiront par se structurer. Certains ont besoin de se structurer en scope ou en autre chose, et à ce moment-là, on les redirige vers des structures spécialisées, parce qu'il y en a sur Grenoble. Et on accompagne aussi des porteurs de projets individuels qui ont des projets d'utilité sociale à mettre en place. Et dans ce cas-là, on a créé en 2010 une association qui s'appelle Paprika, avec entre autres une coopérative d'activité et d'emploi, pour permettre à ces jeunes porteurs de projets d'utilité sociale seuls de ne pas passer par le statut entrepreneur. J'ai oublié ce que
que je voulais dire. Oh ben mince. Et de ne pas créer des fausses assos, parce que pendant longtemps, on a fait ça en disant, ben, voilà, l'association, c'est le plus facile, c'est le plus rapide. Et à un moment donné, on s'est dit non, parce qu'ils sont embourbés dans la vie associative à devoir gérer et plus du tout avoir d'énergie pour développer leur activité. Donc, on a créé cette structure-là. On a mis beaucoup de temps à la faire émerger et on a réussi. Voilà. Moi, j'avais une petite question sur les outils aussi en tant que structure d'accompagnement. J'entendais bien, et on le vit nous aussi dans nos structures, ces associations qui, à un moment, en arrivent à se poser la question de la professionnalisation. J'entendais une association autour de la danse de rue, on a le cas à Tourcoing, et puis ça y est, là, il y a des cours dans toute la ville, et ils en sont au point où ils peuvent franchir le cap. Est-ce que sur les outils d'accompagnement, vous avez des choses spécifiques qui ont été mises en place, ou est-ce que vous passez le relais à des structures d'accompagnement à l'emploi classique? Non, on accompagne aussi jusqu'à la création d'emplois. Voilà. C'est pour ça qu'on a développé Paprika pour... Donc c'est l'outil Paprika, voilà. Alors, c'est pas que l'outil Paprika. Paprika, c'est pour les porteurs de projets individuels qui veulent pas être auto-entrepreneurs, mais sinon, on va jusqu'à l'accompagnement à la création d'emplois, avec tout le modèle économique et tout ça qui va derrière, quoi. Parce que Claire d'Animafac souhaitait répondre. Je vais en profiter pour faire un petit peu de promo à ce propos, parce que nous, à Animafac, on s'est rendu compte qu'on arrivait à accompagner les associatifs étudiants dans leurs projets étudiants, mais qu'il y avait de plus en plus de structures qui étaient en besoin de se professionnaliser et qui ne savaient pas comment le faire. Donc on a commencé par créer un tiers-lieu à Paris où on incube des associations et on les accompagne dans leur développement. Et là, très prochainement, et normalement vous avez un petit flyer dans vos sacs ou dans vos pochettes, on est en train de créer un MOOC qu'on coproduit avec l'Avise sur la professionnalisation de son projet associatif. Et donc du coup, mes collègues m'ont dit de profiter de ce moment pour faire la petite promotion de ce MOOC. Donc normalement, il sera ouvert en septembre. Voilà, on cherchait des outils, on a une réponse concrète avec ce MOOC. Nous, on a un module première embauche. Voilà, super. En ligne? Peut-être on va le mettre en ligne. D'accord. Il y a encore une petite remarque ou question de la salle. Une information de la part de Francine Labadie, qui est chercheuse à l'INJEP. Donc, simplement pour vous signaler que le Fonds d'expérimentation jeunesse a soutenu donc un appel à projet qui visait à favoriser la structuration d'organisations de jeunes par les jeunes. Et donc les résultats vont être très prochainement publiés. Et il y a beaucoup d'informations sur effectivement des démarches de pair à pair, sur tous les nouveaux outils comme les MOOC, etc., qui ont été expérimentés. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore comme autre information sur des nouvelles formes de gouvernance. Donc, je pense que tout ça fait écho à nos discussions. Donc, je vous invite à aller voir le site de l'INJEP très prochainement. Il y aura un 4 pages, je pense, le mois prochain sur ce sujet-là. Voilà, encore des éléments concrets à la contribution. Ah oui, moi je voulais aussi poser une question. Je la poserai après. Bonjour, je voulais juste témoigner. Donc, je suis Justine Mal, je suis présidente de l'association SEV, qui gère donc l'espace vie étudiante sur le campus. Je suis moi-même étudiante. J'ai un statut d'étudiant entrepreneur, justement parce que je veux me professionnaliser. Et comme ça, je suis accompagnée par un tuteur. Et on accompagne nous-mêmes, du coup, des associations et des étudiants porteurs de projets. Et on travaille beaucoup, de plus en plus avec la ville sur laquelle est le campus, donc Saint-Martin-d'Air, pour favoriser le lien entre des associations de la ville qui sont parfois un peu dites vieillissantes et des étudiants qui développent eux-mêmes des compétences qui peuvent être utiles aux associations. Et on présente sur notre plateforme cet après-midi dans un atelier. Donc rendez-vous cet après-midi. Ouais, merci. Là, tu voulais encore poser une question, juste je vais faire la transition. Avoir aussi peut-être un retour sur l'utilisation de dispositifs mis à disposition des jeunes pour se structurer, comme les juniors associations ou les associations
temporaire d'enfants citoyens. Est-ce que vous utilisez ces dispositifs, ces outils-là, comme les Junior Asso ou les ATEC? Alors, on ne le fait plus. Pendant plusieurs années, on avait un poste financé par le conseil départemental sur prévention de la délinquance 11-18 ans, sur les démarches d'initiative aussi. On a perdu ce poste-là et du coup, maintenant, en fait, voilà, on les accueille. On dit 16-30 ans parce qu'on veut rester très large, mais en fait, ils arrivent à partir de 17-18 ans. Sinon, les 16-18, c'est plutôt dans les lycées. Donc, on utilise déjà ces structures-là. Maison du lycéen et conseil de vie lycéenne. Merci. Alors, donc merci de cette intervention, Isabelle, parce que là aussi, c'est une intervention qui bat en brèche un certain nombre de représentations. Je pense que vous aurez décodé qu'à Cap-Béria, c'est des jeunes de tous milieux sociaux qui créent quelque chose et qui innovent quelque chose. Et vous aurez aussi entendu, et ça c'est vraiment un élément intéressant, à quel point les jeunes porteurs de projets font bouger l'association elle-même, puisque l'association a du coup revu ses statuts. Et pas que. Donc voilà. Donc ça, quand on parle de place, là, il y a effectivement une vraie place à la fois qui est faite et que les jeunes poussent eux-mêmes. Voilà. Donc maintenant, la parole. Oui. Peut-être pour préciser, vous disiez les jeunes nous bousculent, mais ils nous bousculent aussi dans notre quotidien. C'est un espace d'expérimentation, pas que pour les jeunes, parce qu'en fait, on se rend compte qu'à chaque fois qu'ils sont confrontés à une problématique, nous sommes confrontés à cette problématique-là, et c'est comment est-ce que on crée des nouvelles manières de faire pour pouvoir y répondre au mieux. Il y avait un collègue marseillais qui disait que Cap-Béria, c'est un espace de créativité administrative. Et un peu de ça. Ok, merci. Donc la parole est maintenant à Marie-Christine Guillaume de la Cité des associations de Marseille. Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous présenter une action que l'on a mise en place il y a maintenant 1 an et demi, que l'on appelle Action bénévole en herbe. Là, effectivement, nous aussi, le mot permettre, on n'est pas là-dessus, on est sur l'éveil, l'idée d'éveiller à la connaissance du bénévolat, de la loi 1901, et donc du coup de l'engagement. Et donc, on a signé une convention avec une association qui s'appelle Provence Formation, qui gère 7 à 8 lycées dans et autour de Marseille. Et alors, ce que j'ai réalisé tout à l'heure au regard des interventions du groupe précédent, là, c'est qu'effectivement, c'est né aussi de l'envie de faire ensemble, et donc de cette envie, alors entre vieux, puisqu'on était 2 vieilles là-dedans, voilà, de faire ensemble. Et donc, on a mis en place des actions, parce qu'effectivement, je vous rejoins, les jeunes ont besoin d'actions. Donc l'idée, ça a été dans un premier temps alors la difficulté, c'est de rentrer dans les lycées, et donc via cette association, c'est vrai que ça a été beaucoup plus simple, sachant que le délégué général que je vais vous présenter dans une petite vidéo, on l'a interviewé pour les semaines du bénévolat 2016 que l'on mène chaque année en fin d'année. A été très très partie prenante et a souhaité mobiliser ses directeurs d'établissement. Pour ça, il a fallu aussi qu'un professeur se mobilise, parce que nous, on lance l'idée, mais s'il ne la rattrape pas, on peut rien faire. Là, on est en train de vivre un effet boule de neige où chaque professeur, avec chacune de ses classes, a envie de mener une action. Donc, on va passer à la vitesse supérieure. Quand un professeur de ces lycées professionnels ou technologiques s'empare de l'idée, on essaie de valoriser ce que connaissent les jeunes, ce qu'ils savent faire. Donc, on a travaillé avec une classe d'ARCU, alors Bac Pro ARCU, c'est-à-dire accueil, utilisateur, truc comme ça. Donc, ils nous ont aidés, par exemple, pour l'accueil des personnes empêchées dans le cadre de notre festival des associations, donc personnes âgées, handicapées, qui avaient besoin d'être accompagnées. On a aussi mené une action avec un bac pro esthétique sur 2 après-midi bien-être. Et là, en partenariat avec 2 associations et le Pôle emploi. Donc, une association, l'APF, pour des personnes handicapées,
une association, la CLAP, avec la Maison de l'Intergénération sur des personnes âgées isolées, et avec le Pôle emploi pour des associations, des personnes très éloignées de l'emploi et donc qui souvent mettent de côté leur physique, leur mise en beauté, leur mise en valeur. Et voilà, donc on est parti avec ces jeunes qui étaient bénévoles dans le sens où ça se passait sur des samedis après-midi. Donc on était en dehors du contexte du lycée, de l'obligation. Voilà, vraiment sont venus ceux et celles qui le souhaitaient. Voilà, donc je vais peut-être vous passer l'interview du délégué général. Bonjour, Gilles Crespin, directeur général Provence Formation. Je voudrais ici témoigner de notre partenariat avec la Maison des associations de la ville de Marseille et des semaines du bénévolat qui viennent de se conclure. Un certain nombre d'actions sont menées entre la Maison des associations et nos établissements de Marseille. De ces établissements, nous avons sollicité un certain nombre de nos jeunes élèves à participer dans le bénévolat avec l'idée de leur offrir une possibilité de s'exprimer. Cette possibilité est importante pour eux et pour elles parce qu'elles sont dans elle leur offre la possibilité de faire quelque chose qui les différencie des autres, dans une logique de gratuité, autrement dit dans une action bénévole qui permet à ces jeunes filles d'avoir une ligne de CV qui n'est pas la même que celle des autres, qui deviendra remarquable au sens de la différence avec les autres et qui leur permettra, nous l'espérons, d'être demain plus employables que celle des autres établissements. Et enfin, je dirais que ce qui a été très très fort dans cette expérience, c'était la possibilité de mettre en relation des jeunes apprenantes avec des personnes en situation difficile, situation de handicap, personnes âgées, personnes éloignées de l'emploi, et d'offrir une situation de partage. Et de ce partage est né, dans les soins esthétiques, de ces personnes qui depuis longtemps n'avaient pas pris la peine de mettre leur extérieur en valeur, est né un moment de bonheur partagé. Et les photos que l'on peut voir à l'issue de ces rencontres montrent dans le regard des uns et des autres un vrai moment de partage et un vrai moment de bonheur qui est une des grandes réussites de cette opération, en plus de cette opportunité qui leur a été donnée aux uns et aux autres de passer un moment dans lequel on oublie un peu les difficultés de sa vie, les difficultés de son apprentissage et dans lequel on se focalise sur la relation à l'autre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, bien sûr que nous profitons de l'occasion pour leur parler de la loi 1901, parce que même si l'ASSO est devenu quelque chose de peut-être rigide, n'empêche qu'elle est basée sur une loi qui est quand même extraordinaire. Donc on insiste sur le principe de liberté et de tout ce que ça peut apporter en termes d'expression. Donc on monte l'action avec ces jeunes et ces associations qui vont varier en fonction de la thématique. Et puis on passe au dernier temps fort qui pour nous est la valorisation de ce temps d'engagement à travers la présentation et la remise d'un passeport bénévole à chacun et chacune, nominatif. Voilà, pour leur expliquer que c'est peut-être, on le souhaite, le début d'une expérience, le début de leur vie de bénévole et qu'on souhaite qu'ils vont le remplir le plus possible. Le dernier point qui a été très fort et qui a été un peu la cerise sur le gâteau par rapport à un des lycées, un des professeurs s'est emparé, le professeur de français s'est emparé de cette action et des retours qu'elle avait vécu avec les jeunes, et elle leur a proposé un travail donc de français sur la rédaction de textes sur le thème de l'engagement. Alors, je suis incapable de vous les lire parce que moi, ils me rappellent de trop bons moments. Mais voilà, je vais vous les montrer. On les a pris en photo. Il y en a 3, je vous laisse les lire. S'il veut bien. Alors, c'est peut-être pas très très bon. Vous voyez tous ou... Engagement citoyen. Moi, Ludivine, 17 ans.
Je m'engage en tant que citoyenne. Nous sommes en 2017. Les femmes doivent être véritablement les égales des hommes. Je ne suis pas d'accord avec les inégalités. J'aurais pu faire lire par une femme, en fait. Faut qu'on le refasse. Non, je ne suis pas crédible. Je veux que les chances évoluent. Je veux que le monde change. Je veux que les gens changent et évoluent. C'est pour cela que je m'engage à défendre le droit des femmes dans le monde. Changeons le monde. Ça te va bien. Voilà. Alors on en a 3, je vais vite vous les faire lire. Non, c'est les mêmes. Ah oui, voilà. On va se partager la parole. Ah non, moi j'y arrive pas. Non, moi j'y arrive pas. Tiens, une feuille. Depuis 1944, la femme a le droit de voter. Alors il faut se réveiller, voter c'est la liberté. Pour se sentir utile, rien de mieux que l'association. Si tu te sens inutile, partage ta passion. Être citoyen, c'est signe d'importance. Si tu veux faire comme nous, suis la cadence. Être citoyen, c'est valorisant. Aider les autres, c'est satisfaisant. Liberté, laissez-moi penser. Égalité, laissez-moi partager. Laissez-nous nous aimer. Être un bon citoyen, c'est s'engager. S'engager, c'est prendre des décisions et se battre pour les accomplir. Un citoyen engagé œuvre à l'amélioration de la société. Il s'oppose, il lutte contre l'exclusion sociale. Il défend la protection de l'environnement. Il est volontaire dans des associations. Il défend de nobles causes comme l'égalité des sexes. Il lutte contre les préjugés comme l'homophobie. Être un bon citoyen n'a pas peur d'exprimer ses opinions, mais surtout, il s'engage pour améliorer la société. Et je vous montrerai juste les photos des clôtures de nos événements avec, donc là, avec l'APF, où on a eu des dames souffrant de sclérose en plaques. Les personnes en fauteuil roulant n'ont pas souhaité être sur la photo. Il y a une dame avec 45 ans, c'était la première fois qu'elle se maquillait. Elle était ravie et ravissante. Là, c'est donc avec nos personnes âgées. Là, vous voyez Renée, 98 ans. Elle a dit à une jeune, tu m'as fait de grands yeux comme avant. Bon, je vais faire de la promotion de Marseille. Donc là, on est parti au Mucem. Donc au Mucem, je vous la laisse un petit peu ? Non, je vous embête. Hein. Voilà les jeunes filles qui nous ont accompagnées. On leur a présenté le groupe de mamies et très vite, ça a donné ça. Donc, on va y arriver. Voilà, tout un groupe. Ouais. Voilà pour l'action bénévole en herbe de la Cité des associations de Marseille avec une valorisation du bénévolat à la fin. Par la remise d'un passeport bénévole. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent intervenir, poser des questions, partager une expérience ? Alors sur la question de la valorisation du bénévolat des jeunes, c'est intéressant. C'est des questions en tant que structure d'accompagnement, on se pose souvent. Effectivement, pour l'intégrer au parcours du jeune, on parlait de parcours ce matin, hein, on vient d'être alerté, nous à l'MDA, et peut-être certains d'entre vous seront plus précis que moi, sur la possibilité, je vais peut-être me tourner vers AnimaFac d'ailleurs, pour les universités, enfin pas la possibilité, l'obligation de valoriser l'engagement des étudiants. Et je pense que c'est une opportunité pour les MDA, pour les accompagnateurs de la vie associative, pour créer des outils à mettre à disposition des universités, parce que nous, on est vraiment dans notre cœur de métier. Moi, je pense au CFGA, hein, j'y reviens, mais je vais aller voir les universités du coin en leur proposant le CFGA jeune qu'on a mis en place. Enfin, c'est le CFGA, mais sous une formule plus ramassée, plus interactive, avec des outils adaptés aux jeunes, afin que ça puisse servir à cette obligation des universités. Je ne sais pas, Claire, si tu as des précisions sur cette loi. Je sais que les délais sont courts pour la mettre en œuvre. Mais il y a deux choses en fait. Il y a le fait d'intégrer une reconnaissance pédagogique de l'engagement dans les maquettes. Donc là, c'est les fameux crédits ECTS. Et en fait, 80% des universités les mettent déjà en place. Donc
Voilà, après, bon, les modèles vont sans doute évoluer. Il y a un autre élément qui est quand même hyper intéressant et que nous, on a beaucoup porté avec AnimaFac, c'est la proposition d'aménagement d'études pour les responsables associatifs. Donc responsables associatifs, mais aussi élus étudiants. En fait, il y a toute une partie, c'est un décret qui est sorti le 10 mai, alors je ne sais pas quel est le nom du numéro du décret, etc., mais le décret du 10 mai qui dit que les étudiants en situation spécifique, donc soit responsabilité associative, soit élus étudiants, il y a aussi un dispositif pour les étudiants salariés, ont le droit à des aménagements et à un accompagnement de la part de l'établissement. Et donc, à mon avis, c'est peut-être plus dans ce cadre qu'il y a quelque chose à faire, dans les outils, et peut-être proposer un accompagnement en termes de formation à ces responsables associatifs. Donc voilà un outil à disposition de nos structures accompagnatrices. Isabelle, tu voulais compléter quand même? Alors, nous, on avait fait un travail il y a quelques années sur la valorisation des jeunes qui s'engagent. On n'a pas l'habitude de parler de bénévolat, en fait, mais parce que c'est un terme qu'eux-mêmes n'utilisent pas. On avait travaillé sur comment est-ce qu'ils peuvent reconnaître eux-mêmes les compétences acquises à travers leur démarche de projet. Ça, c'était important et c'est pas souvent proposé sous cette forme-là. En général, c'est plutôt des compétences à cocher. Là, c'était à eux de les faire émerger. Et sinon, je parlais aussi tout à l'heure du rôle d'interface qu'on se donnait en direction des collectivités pour faire changer le regard sur les jeunes. On fait aussi de la valorisation, là, pas des jeunes et de leur engagement, mais de leurs projets à travers des émissions de radio et des petites pastilles qu'on diffuse dans les cinémas, je ne dirais pas le nom, enfin dans un gros cinéma de l'agglomération, pour donner justement envie à d'autres jeunes éventuellement de se mettre en mouvement. Quelque chose me faisait écho dans ton témoignage, Marie-Christine, aussi sur le décloisonnement qu'on peut avoir avec l'école. Les apprentissages qui sont faits dans le cadre scolaire et les apprentissages qu'on peut avoir en s'engageant, en prenant des responsabilités associatives. Ce décloisonnement, sur Tourcoing, on l'expérimente avec le dispositif des juniors assos, par exemple. On propose, on essaime ce dispositif auprès de responsables dans les collèges, des profs, des documentalistes qui s'en emparent. Un peu comme on promeut l'esprit d'entreprise grâce aux juniors entreprises. Pourquoi ne pas promouvoir davantage l'esprit de faire ensemble du collectif par les juniors associations et la promotion au sein des collèges? Du coup, on a des juniors assos au sein de collèges et qui, naturellement, se retrouvent à la MDA Jeunes, comme se retrouvent des associations plus grandes, pour faire de l'interassociatif, de la formation. Donc, les outils qu'on propose interassociatifs, on les retrouve pour ces juniors associations, parce qu'on en fait la promotion, et c'est un bon outil, je trouve, pour promouvoir l'engagement, le favoriser. Et puis une expérience sur le service civique. J'entendais tout à l'heure à quel point ça pouvait dynamiser un service. Pareil, en tant que structure accompagnatrice, comment favoriser les petites et moyennes assos, qui sont notre cœur de cible. Quand on est bénévole sans salarié, on n'a pas l'habitude de manager, d'avoir quelqu'un comme ça 24 heures semaine qui n'est pas bénévole. Comment accompagner, nous, ces bénévoles, à se lancer dans l'aventure du service civique, puisque systématiquement, l'ensemble des expériences, pratiquement, font que les assos s'en trouvent rajeunis. Il y a un nouveau savoir-faire qui arrive, on en parlait tout à l'heure. Le service civique dans ces assos avec des bénévoles apporte, dans tous les cas, si l'accompagnement est bien fait, si le profil est bien réfléchi. Mais en tout cas, ça, je trouve que c'est aussi, pour les structures accompagnatrices, un rôle à avoir, d'accompagner les associations petites et moyennes de bénévoles sur le dispositif service civique, pour les aider en intermédiation, par exemple, ça leur facilite la tâche, sur la rédaction du profil. Et on en parlait ce matin, les jeunes qui terminent leur service civique, c'est aussi une forme pour favoriser l'engagement. Et c'est un plus pour l'association, évidemment. Voilà. Est-ce que dans la salle, vous souhaitez nous faire partager soit vos réflexions à partir de ce que vous avez entendu, soit une ou deux expériences qui compléteraient tout ce qui a été déjà dit? Non? Non. Eh bien, c'est pas grave. On va peut-être demander un petit mot de clôture à chacun de nos participants. Qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire sur
Et donc on était tous d'accord pour changer le terme de cette table ronde. Qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire? 3 ou 4 mots-clés sur favoriser l'engagement des jeunes. Voilà. En quoi c'est important aujourd'hui, en quoi on peut aussi en avoir une vision critique, pourquoi on se focalise autant sur les jeunes finalement. Voilà, il y aura quelques petites choses à dire. Voilà. Le micro est dans le sens. Alors moi, effectivement, pour les jeunes, je pense qu'il faut les prendre en considération, c'est très clair. Il n'y a peut-être pas que ça. Effectivement, sur les nouveaux publics, ou en tout cas les publics qui n'ont pas accès facilement. Moi, j'avais été très touchée par ces dames donc, souffrant de sclérose en plaques, qui avaient des cursus professionnels extraordinaires, des compétences certaines, et qui nous disaient, mais moi, quand j'ai sollicité une association pour lui proposer mon bénévolat, ma présence, ils n'ont pas accroché parce qu'effectivement, cette maladie, c'est un jour on est bien, le lendemain on est couché. Et l'asso, voilà. Donc c'est vrai que cet après-midi, je vais être très attentive aux collègues de Quimper qui parlaient de son projet de l'accueil, favoriser, faciliter l'accueil des personnes handicapés dans le monde associatif, mais je pense qu'il y a beaucoup de publics qu'on délaisse. Les collectifs, c'est vrai, permettent à certaines d'émerger via ce créneau-là, mais on a encore du travail, quoi. Il faut bouger dans nos maisons. Oui, moi j'ai peut-être envie de finir en disant que pour le coup, si la jeunesse c'est un temps de la vie un peu particulier, il ne faut peut-être pas non plus tout le temps en faire une catégorie à part. Et je pense que si c'est nécessaire parfois d'avoir des temps de se retrouver, pour se retrouver avec des gens de sa génération, parce que c'est ce qu'on disait, ça permet d'être plus à l'aise, on prend plus facilement la parole, on prend plus vite des responsabilités, etc. Je pense qu'il faut faire attention parce que c'est à la fois un objet de fascination et de répulsion, la jeunesse. C'est une catégorie sociale qui est très compliquée. Et quand même, si on réfléchit 2 secondes, si vous remplacez jeune par femme, homo, étranger, etc., tout ce que vous voulez, et qu'on attribue les qualificatifs qu'on met aux jeunes à côté, mais tout le monde serait scandalisé. Mais comme c'est des jeunes, c'est un peu différent parce que qu'est-ce qui caractérise la jeunesse, en fait, c'est que c'est une catégorie sociale qui est éphémère, en fait, et en même temps infinie. Et en fait, on passe tous par cette catégorie-là un jour, mais on en sort tous un jour. Donc on se permet d'avoir des propos vis-à-vis de la jeunesse parce qu'on se dit, finalement, c'est pas grave, ils ont 25 ans aujourd'hui, ils en auront 35 demain, donc ils ne seront plus concernés. J'ai eu moi-même 20 ans hier, donc finalement, j'ai été victime de ces stigmates, donc pourquoi je ne le retournerai pas ? Il y a ça. Et d'un autre côté, on a une forme de fascination parce que les jeunes seraient plus innovants, plus dynamiques, etc. Alors il y a sans doute un peu des facteurs d'âge, c'est doute, et des facteurs de temps. Mais après, il ne faut peut-être pas non plus en faire une catégorie complètement spécifique tout le temps. Moi, je me suis beaucoup interrogée sur l'absence de ministre de la Jeunesse, par exemple. Alors, on verra ce que ça donne en réalité, mais est-ce que c'est un mal ou pas ? Est-ce que la question de la jeunesse, ça ne doit pas être une question transversale, en fait, une politique interministérielle transversale forte ? Est-ce qu'il y a vraiment des problèmes spécifiques de jeunes, ou est-ce que les jeunes ont les mêmes problèmes que les autres ? C'est des vraies questions, je trouve. Alors, je n'ai pas de réponse toute faite. Je pense qu'il y a un autre écueil à éviter, c'est le fait d'en faire une catégorie homogène. Et ça, c'est ce que vous disiez en fait tout à l'heure par rapport aux réunions avec des gens un peu plus âgés. Il y a des sociologues qui ont interrogé les valeurs des jeunes. Et qu'est-ce qu'ils montrent ? Ils montrent que finalement, il n'y a pas de vraie différence entre les valeurs de quelqu'un qui a 25 ans et de quelqu'un qui a 55 ans. Que la vraie différence, elle a lieu entre les plus de 65-70 et les autres. Et qu'en fait, c'est peut-être les plus âgés qui sont... parce qu'ils n'ont pas eu de jeunesse, en fait, aussi, parce qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. Et qu'est-ce qu'elle montre aussi, cette enquête ? C'est que finalement, il n'y a pas de rupture intergénérationnelle, il y a des ruptures intragénérationnelles. Et aujourd'hui, c'est très, très différent d'être un jeune étudiant responsable associatif, donc intégré dans la société, donc même si victime de stigmates, valorisé parce que prenant des responsabilités, etc., que d'être un jeune décrocheur, même si c'est pas... ou décroché, on va voir, mais qui n'est pas en situation d'études ni d'emploi, qui est isolé, et voilà. Et donc on est dans d'autres problématiques. Et ce qu'elle montre, cette enquête, c'est que toute la vraie différence, c'est dans la façon dont on perçoit la société. Et en fait, les jeunes,
les jeunes intégrés, disons, se sentent pas dans une situation de défiance vis-à-vis de la société. Ils se disent que voilà, ils sont un peu victimes de stigmates pendant quelques temps, mais que ça finira par passer, et on va jouer avec ça, et que parfois c'est arrangeant aussi d'être jeune parce qu'on peut se permettre de dire des choses naïvement, et voilà. Enfin, il y a ce côté-là, et il y a les autres jeunes qui eux sont dans une situation de défiance et qui n'ont pas l'impression que la société est là pour les protéger ni pour les aider. Et c'est ces jeunes-là aussi qu'il faut prendre en considération. Donc voilà, je pense que c'est une catégorie sociale qui est bien particulière, mais qu'il ne faut pas non plus l'homogénéiser. C'est comme si on disait toutes les femmes sont comme ça, tous les hommes sont comme ça, toutes les personnes âgées sont comme ça, etc. Ça n'a pas de sens. Voilà. Alors, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Claire sur la jeunesse. Peut-être si on pouvait trouver une spécificité, ce serait peut-être un temps d'expérimentation particulier, où on a besoin d'essayer, de se chercher pour pouvoir se trouver. Voilà, sinon, effectivement, ça s'arrête un peu quand la jeunesse. Nous, on est censé accompagner les 16-30, finalement, on les garde jusqu'à 35, 40. Non, 40, j'exagère. Allez, 35, 36. Donc si au début, ils ne parlent pas d'engagement, ils ne parlent pas de participation à la vie locale et encore moins de citoyenneté, quand on les retrouve après avoir porté et développé leur projet plusieurs années, ils parlent de militantisme, de projet de société et de refaire société autrement. Et voilà. Oui, alors, moi je vais me permettre aussi un petit mot dans la foulée des 2 dernières interventions. Et toujours dans l'idée de cette diversité de la jeunesse. Parce qu'on a dit, et il y avait un espèce de consensus sur le fait que les jeunes avaient besoin d'action. Moi, je nuancerais un tout petit peu, parce que pour avoir beaucoup travaillé avec des jeunes, on va dire il y a des jeunes qui ont besoin d'action, et il y en a d'autres qui ont envie de se confronter à des grandes questions, à des questions philosophiques, à des questions d'orientation, qui sont dans des associations qui s'engagent pour avoir des débats de fond. Et n'oublions pas non plus ces jeunes-là qui ont besoin d'interlocuteurs, non seulement de pairs, mais d'interlocuteurs de tous les âges, capables de soutenir le débat. Alors, je me permets, après, ce sera... il y a Agathe qui nous a rejoint, qui est chargée de mission à la MDA, et c'est une phrase que je répète souvent, favoriser l'engagement. Moi, depuis 1 an que je suis à la MDA de Tourcoing, et avec cette MDA jeune, c'est aussi faire en sorte, tu parlais des pairs, de favoriser la rencontre de ces jeunes avec des adultes qui guideront peut-être un jour leur parcours. Quand on parle d'incubateur, c'est que tous ici, on a fait une rencontre, ou des rencontres de profs, d'animateurs, qui aujourd'hui font sens. À l'âge qu'on a, on se dit, tiens, en fait, tout compte fait, c'est maintenant que ça apparaît. Et soyons les adultes présents pour ces jeunes-là. Et je vous invite, puisque tu parles de cette nécessité de débattre, on a un projet qui s'appelle les Explorateurs de l'engagement, avec une 60aine de jeunes Tourquenois qui sillonnent actuellement l'Europe. Agathe les a déjà emmenés en Grèce, en Belgique, en Allemagne. Cet été, ils vont en Suède et à la Toussaint au Portugal. Ils vont faire 10 mobilités en Europe pour aller débattre avec des jeunes de leur âge, de moins de 18 ans, sur comment dans votre pays, quel dispositif existe-t-il pour l'engagement des jeunes, la citoyenneté des moins de 18 ans. Ils écrivent des rapports d'étonnement. Il y a toute une méthodologie aussi pédagogique avec eux. On travaille avec l'Éducation nationale. Donc il y a un magnifique site qui parlera bien mieux que moi de ce projet. Bon, bah écoutez, s'il n'y a plus de remarques ou d'interventions, vous remarquerez à quel point nous sommes bons, parce que non seulement les interventions étaient passionnantes, mais nous finissons en plus totalement dans les temps. Voilà. Donc on peut vraiment remercier nos intervenants. Je trouve que c'était vraiment passionnant. Et à bientôt et bonne journée.